Météo, toujours le temps doux, avalanche en série dans les Alpes. Hausse des prix, un mieux en novembre, 0,7%. Fin du procès de Pékin, la veuve de Mao, Bianqing, risque la peine capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un Noël au balcon que nous promet la météo. Il n'est qu'à voir ce qui se passait aujourd'hui sur la carte de France. Les températures étaient des plus douces, 6 degrés à Lyon pour la plus basse et 15 degrés à Nice pour la plus haute. C'était vraiment un record pour la saison. Demain, même chose, nous disent les spécialistes, nous jurent même les spécialistes, temps doux sur l'ensemble du pays. Vous le voyez quand même couvert un petit peu partout avec des pluies sporadiques, essentiellement sur les côtes de la Manche, et puis quelques îlots de bonheur, la Provence, les régions méditerranéennes, les Alpes, nous dit-on, il manque un petit soleil, et les Pyrénées. Mais ce temps doux en montagne, et vous le savez, des plus dangereux, c'est lui qui favorise la naissance d'avalanches. Hier, nous vous l'annoncions, 2 skieurs sont morts près de la station des Arcs en Savoie. Eh bien, un 3e est décédé aujourd'hui des suites de ces blessures. Et pourtant, il s'agissait de skieurs expérimentés, mais ils avaient emprunté des pistes non balisées, des pistes interdites. Aussi, pensons-nous qu'il est indispensable de rappeler avec François Cornet quelques conseils élémentaires. Le redout et trop souvent la prudence sont à l'origine de la plupart des accidents de montagne. Le ski sauvage, celui que l'on pratique hors des pistes balisées, est le plus dangereux car il peut déclencher l'avalanche. Même les montagnards les plus chevronnés en sont parfois victimes, comme hier effectivement près des Arcs en Savoie, où une plaque s'est détachée au passage d'une équipe de 8 personnes, comme aujourd'hui à la Foudalos, où un pisteur a été blessé par une coulée de neige, comme à Tignes en fin d'après-midi, où l'on craint que 2 skieurs aient été emportés par une avalanche. Comme pour un exercice en montagne, les sauveteurs en rang serré, aidés par les chiens d'avalanche, sondent à nouveau la neige cette année dans les Alpes pour retrouver les skieurs ensevelis. L'efficacité des secours est bien sûr fonction de la rapidité de l'alerte. Malheureusement, ce ski sauvage est le plus souvent discret et les témoins peu nombreux. Il est dangereux de le pratiquer, même accompagné par des professionnels. D'autres conseils de mise en condition physique, ceci avant les sports d'hiver où l'on arrive trop souvent rouillé ou mal entraîné. La saison de sport d'hiver s'ouvre généralement 5 mois après les vacances d'été qui sont l'occasion pour beaucoup de dégripper les rouages. Cependant, il n'en reste pas moins vrai qu'en 12 semaines et parfois plus, on a largement le temps de se rouiller, notamment au niveau des articulations et des muscles des jambes, qui dans le ski alpin sont le plus souvent sollicités. Voici donnés par un professionnel du ski quelques conseils qui vous éviteront les courbatures après la première journée. Je pense à 3 exercices, disons par ordre de préférence les exercices d'assouplissement, la gymnastique que l'on connaît, les exercices musculaires, surtout au point de vue muscles des cuisses et muscles abdominaux, et la résistance, le travail de la résistance du souffle par des exercices de footing. Voilà donc pour le ski alpin. En ce qui concerne le ski de fond, les conditions de préparation sont légèrement différentes, car ce qui est le plus sollicité, c'est le système pneumovasculaire. Donc un entraînement progressif ayant pour base le footing est tout indiqué, y compris pour les personnes âgées dont le ski de fond est souvent le premier contact avec le ski tout court. Voilà donc pour ceux d'entre vous qui profitent des vacances de Noël pour se rendre au sport d'hiver. Mais pour tous les autres, cette avant-veille de Noël est surtout l'occasion de derniers achats. Et pour les spécialistes, c'est aussi la possibilité de sentir le pouls de l'économie. C'est un moyen qui en vaut un autre et qui permet de déceler les comportements d'achat. En France, Alain Doubeski, cette année, a observé quelques modifications significatives. De gré ou de force, certains Français doivent faire un choix face à leurs dépenses. Pour la majorité, ce choix va bien sûr dans le sens de l'économie. Par exemple, plus question de laisser des fortunes dans les restaurants. Le syndicat général des restaurateurs avoue les prix trop élevés du menu type de réveillon, repas plus vin plus cotillon, rebutent les clients. De 15 à 20% de réservations en moins. Cette année, on choisira plutôt les menus à la carte. Il y aura du monde là où les prix seront raisonnables, ajoute le responsable syndical des restaurateurs. Même tendance au raisonnable pour les jouets. Les chiffres d'affaires ont baissé en moyenne de 20% et les commerçants se plaignent. Depuis le début du mois, ça a été assez difficile, mais enfin depuis quelques jours, ça va nettement mieux. Mais en chiffre d'affaires global, est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'année dernière? C'est plutôt moins bien. C'est plutôt moins bien. Tenue de réveillon, difficile d'avoir un chiffre d'affaires global pour les fêtes. Là encore, tendance à la sagesse.
Boutiques et grands magasins vendent des tenues dites habillées, mais que l'on pourra reporter facilement en toute occasion. Jupes, beaux chemisiers pour les femmes, accessoires, pochettes, nœuds papillons pour les hommes. S'il est un domaine où les affaires marchent bien en cette fin d'année, c'est celui du tourisme, des vacances. Peut-être au détriment de ce que nous venons de voir, les Français de plus en plus souvent choisissent les vacances. On note deux tendances à cette demande. D'une part vers la neige. Vers la neige qui a subi une très forte augmentation de la demande et également des offres de séjour depuis quelques années, avec à la fois des propositions d'hôtels et de résidences locatives qui sont très recherchées par la clientèle. Et on peut dire qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième semaine de Noël, il y aura beaucoup de monde à la neige cette année. Une deuxième demande se fait vers les destinations que nous appelons du soleil. Ces destinations du soleil, elles peuvent être très lointaines et on note en particulier une très grande demande sur les Antilles et sur le Sénégal. Une tendance se manifeste pour l'ensemble de ces vacances, c'est le besoin des Français de partir plus souvent en vacances, même pour moins longtemps, même moins loin. Nous évoquions au début de ce reportage cette majorité de Français qui doit faire un choix dans ses dépenses. Il y a encore de la clientèle pour le luxe. Le ralentissement des achats se fait surtout sentir pour les produits de grande consommation. Puisqu'on parle du luxe, s'il est une denrée qui sent bien la période des fêtes, c'est assurément la truffe. À Paris, nous n'y pensons qu'à ces moments-là, mais dans le Périgord, on y pense toujours, surtout quand on a 4 pattes. Vous le voyez, en ce moment, un concours très particulier dans le Périgord, un concours de chiens truffiers qui sont notés pour le nombre et la qualité des truffes qu'ils réussissent à nous rapporter. Alors, est-ce le signe d'une véritable décélération dans la montée de la fin des prix, ou bien ne s'agit-il au contraire que d'une rémission toute provisoire? Toujours est-il que l'indice des prix du mois de novembre a fait des progrès. Il est toujours en hausse, mais de 0,7% le mois dernier contre 1,1% en octobre. Les services n'ont que très peu augmenté et sont pour beaucoup à l'origine de ce calme relatif. René Monoris s'en est félicité, bien sûr, et il en a profité pour juger le phénomène de la baguette de pain en chute libre. La baguette qui, elle, a atteint aujourd'hui un nouveau record dans l'autre sens, 80 centimes à Vendin-le-Viel, près de Lens. Pour le ministre de l'économie, rien de répréhensible, il s'agit là finalement du mécanisme naturel de la concurrence et des prix. Non, je crois que nous sommes entrés dans une phase de décélération des prix. Nous l'avions annoncé il y a quelques mois. Je ne dis pas que la décélération sera très rapide, mais il est important qu'elle soit régulière. Alors 0,7 c'est un bon indice, d'autant qu'il est influencé en novembre par l'augmentation des prix pétroliers qui ont eu lieu en mois d'octobre et qui représente dans cet indice 0,1%. C'est un indice intéressant parce que les différentes composantes, les produits alimentaires d'abord, sont en baisse, 0,8% contre 1,1 les mois précédents. Les produits manufacturés 0,9, dont 0,3 imputable au pétrole, ce qui veut dire que l'ensemble des autres produits avaient fait 0,6. Enfin, les services sont à 0,2. C'est un indice tout à fait étonnant pour les services, mais qui est influencé, il faut bien le reconnaître aussi, par une actualisation. Il y avait une légère surévaluation des honoraires médicaux en juillet et l'INSEE a fait la rectification au mois de novembre. Mais dans l'ensemble, 0,7, je considère que c'est un bon indice. Alors pour revenir plus précisément à ce problème de la baguette dont nous parlions hier avec le fameux monsieur Rodriguez, la CGT parle de dumping et condamne. René Monoris, qui, comme tous ses collègues, avait participé à un conseil des ministres avancé ce matin en raison de Noël, il a confirmé la naissance d'un établissement de crédit pour les PME. Il a entériné les nominations des présidents des sociétés nationales de radio et de télévision. Rien ne bouge. Jacqueline Baudrier demeure à la tête de Radio France, Jean-Louis Guillot à la tête de TF1, Maurice Ulrich est toujours PDG d'Antenne 2 et Claude Contamine de FR3, leur nouveau mandat est de 3 ans. Autre nomination en conseil, celle d'une seconde femme, recteur d'université, Rolande Gadille. Elle était jusqu'alors professeure à l'université de Lyon 3. Elle sera désormais recteur de l'Académie de Reims. Et puis le Conseil des ministres a décidé que les mères de famille de 3 enfants et plus bénéficieront de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Jean-Michel Mercure. Les mères de famille qui ne travaillent pas ne sont pas personnellement affiliées à l'assurance vieillesse. Elles n'y ont accès que par les cotisations sociales de leur conjoint, à moins qu'elles n'y cotisent elles-mêmes volontairement. Si le mari vient à disparaître, la mère au foyer est exclue de l'assurance vieillesse, sauf si elle bénéficie de l'affiliation gratuite.
Jusqu'à présent, n'étaient affiliés gratuitement que les mères de famille élevant encore soit un enfant de moins de 3 ans, soit 4 enfants et plus. La décision prise ce matin, rétroactive à partir du 1er janvier 80, étend le bénéfice de cette affiliation gratuite aux mères de 3 enfants. Cela concerne 550 000 mères de famille aux ressources limitées. Au total, c'est maintenant 1 800 000 femmes qui bénéficient donc de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Peu de temps après le Conseil, Valéry Giscard d'Estaing est parti en vacances, mais ça n'a pas été simple. L'avion régulier qui devait transporter aux Antilles est bien parti, mais il a été obligé de faire demi-tour en raison d'un ennui technique, un joint défectueux dans le circuit d'huile d'un réacteur. Il a donc fallu que l'avion revienne sur Orly, après avoir largué au-dessus de la forêt de Fontainebleau les 3/4 de son carburant. Il fallait éviter que l'appareil n'atterrisse trop chargé, ce qui se passe habituellement en pareil cas. Le Boeing 747 a été immobilisé pendant 2 heures. Il vient de repartir avec ses 387 passagers vers les Antilles. Donc, c'est un voyage que le président avait voulu sous le signe de la simplicité. Il vient de le dire avant de repartir. Toujours après le Conseil, le ministre Daniel Höfel est allé inaugurer la nouvelle autoroute Angers-Nantes, 64 km. Il reste à construire Angers-Le Mans, 80 km. La crise de l'automobile, toutes les usines de Peugeot, sauf une, vont fermer leurs portes 3 jours par mois, en janvier, février et mars. Peugeot, qui cette année a perdu 250 millions de francs, rappelait le socialiste Georges Sard dans Antenne de Midi. Le Canard enchaîné condamné en appel pour diffamation envers les cousins de Valéry Giscard d'Estaing à propos des diamants que leur aurait offert Bokassa Ier. En première instance, l'un d'entre eux, Jacques Giscard d'Estaing, avait été débouté. Et puis la grève de la faim des détenus corses à Paris, l'un des 6, Michel Poligny, est dans un état alarmant, a dit son avocat. Le ministère de la Justice parle d'un état préoccupant, mais le problème est le même. L'actualité à l'étranger maintenant, avec tout d'abord la suite et sans doute la fin du procès de la veuve de Mao Tse-tung. Le procès pourrait s'achever demain et pour Patrick Clément, c'est pratiquement fait. Chan Qing sera condamné à mort. Le dernier acte ou l'avant-dernier acte commence par la projection de photos de torture, les torturés victimes de la révolution culturelle. Chan Qing regarde. La projection de diapositives continue, on y voit des traces de brûlure, des traces de coups de fouet et des marques sur la nuque. Chan Qing hoche la tête, elle garde le silence. Elle ne dénoncera personne, surtout pas Mao Tse-tung, ni même Hua Kofeng. Elle n'ouvrira la bouche que pour dire à ceux qui la jugent, vous êtes des traîtres. Elle risque la mort. Elle sait qu'elle a toute chance d'être condamnée à mort. Elle n'accepte de parler que pour les insulter. Vous n'êtes que des agents de Chiang Kai-shek, des agents du Kuomintang, des traîtres. L'une des juges s'acharne sur elle. Chan Qing répond, mais la voix est brisée. Il est dur de savoir que l'on va mourir, même si l'on a été, et si l'on se croit encore, l'impératrice de Chine. Un autre juge n'ose même pas lever la tête pour lancer ses accusations. Chan Qing est seule, isolée de tous, consciente d'être l'objet principal d'un spectacle dont le dernier acte sera la mort. Chan Qing leur lâchera une dernière fois, ou une avant-dernière fois, qu'ils sont des traîtres au maoïsme. Elle leur avait prouvé que la petite actrice de Shanghai savait descendre un escalier. Elle a su aujourd'hui leur prouver qu'elle savait le monter avec, derrière elle, dans son dos, le regard d'1 milliard de Chinois. Oui, Jean-François Kahn, on l'a tous dit, ce n'est pas un procès, c'est un spectacle, c'est une parodie de procès. Ce procès, au fond, enfin d'ailleurs, tout ce type de procès suscite un terrible malaise. Parce que dans un procès, en particulier dans un procès politique, on aime qu'il y ait des bons et des mauvais. Ou bien le héros qui lutte contre ses oppresseurs, symbolisé par les juges, ou bien au contraire, la crapule qui est jugée par la société. Mais là, où est le bien et où est le mal? Madame Mao Tse-tung, d'un côté, sans doute, elle ne manque pas de panache dans sa défense.
Mais enfin, il est sans doute vrai que les crimes dont on l'accuse, elle les a commis. Elle en a peut-être aussi commis dont on ne l'accuse pas parce qu'on n'ose pas l'en accuser. J'ai eu l'occasion de voyager en Chine lorsque Mme Mao Tse-tung était la reine. C'était effectivement effrayant. Mais d'un autre côté, cette justice, c'est une parodie de justice. Des accusés qui sont condamnés d'avance. La presse déjà a dit qu'ils étaient coupables avant même que le procès commence. Des témoins à sens unique. Des prévenus qui ne peuvent pas prendre la parole. Et lorsqu'ils la prennent, on l'a vu l'autre jour à la télévision, eh bien, on leur ferme la bouche et on les expulse. On veut d'abord humilier. On veut humilier. Et un public qui se comporte, non pas comme s'il était dans un procès, mais comme s'il était dans un meeting. Alors où sont les bons, où sont les mauvais? En fait, il est impossible qu'il y ait, dans ce cas-là, une justice sereine. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce que les juges qui jugent, ils jugeaient déjà lorsque Mme Mao Tse-tung était au pouvoir. Le président qui préside, il présidait déjà sur l'ordre de Mme Mao Tse-tung quand elle était au pouvoir. Les témoins, ou du moins certains des témoins, ils étaient déjà témoins dans les procès qu'on organisait sous le règne de Mme Mao Tse-tung. Et ce public qui crie à la mort, il criait déjà à la mort au moment de la révolution culturelle lorsque Mme Mao Tse-tung était le co-tyran de la Chine. En ce sens, ce procès ressemble un peu à un autre procès, celui qui se déroule à Bangui, où l'on juge également l'ex-empereur Bokassa, sans doute tyran sanguinaire, mais certains de ceux qui le jugent jugeaient déjà lorsqu'il était l'empereur que l'on sait. Et cela me rappelle une anecdote. Vous vous souvenez, lorsque Khrouchtchev avait révélé les crimes de Staline, devant des membres du Parti communiste soviétique absolument ahuris, tout à coup on leur disait, eh bien voilà, l'homme que vous avez admiré, voilà, il a tué des millions de gens, voilà ce qu'il a fait. Puis il y a eu un moment un silence quand il avait terminé son fameux rapport. Et puis tout à coup, on lui a donné un petit mot, comme ça. Alors il l'a lu, et il y avait marqué sur ce petit mot, « Et vous, pendant que Staline faisait tout cela, que disiez-vous » Alors il s'est retourné vers la salle, il a dit « Qui m'a envoyé ce mot ?» Personne n'a levé le doigt, et Khrouchtchev a dit, « Eh bien, voilà ma réponse. » C'est malheureusement aussi la réponse des juges, qui normalement ne devraient pas avoir le droit moral de juger. Affaire des otages en Iran, un diplomate suisse a rencontré 3 d'entre eux cet après-midi, mais la Suisse ne pourra pas s'occuper de l'organisation du Noël des otages. Un député de Téhéran disait ce matin qu'on n'envisageait pas la possibilité d'une libération avant le 21 janvier prochain, date de l'investiture officielle de Ronald Reagan. Et puis le Tchad, avec une conférence de Lagos, Nigeria, très mouvementée, apprenant que Hissène Habré ne venait pas à la réunion, Goukouni Weddey avait décidé d'y aller, mais voilà qu'il y a 1 heure, Hissène Habré est arrivé sans qu'il soit invité. Alors essayons maintenant de débrouiller les chevaux tchadiens avec tout d'abord un entretien de l'émissaire du colonel Kadhafi à Paris avec Philippe Chatrian. Est-ce que vous pouvez nous dire quand les troupes libyennes se retireront du Tchad? هو لا يوجد قوات ليبية للتشاد والدليل على ذلك تصريحات كوكوني وداي رئيس الحكومة الشرعية. Les affirmations surprenantes de l'envoyé spécial du colonel Kadhafi ne peuvent pas masquer la réalité. La Libye vient de remporter un succès militaire décisif au Tchad, le premier succès qu'ait connu le colonel Kadhafi en Afrique. Cette victoire inquiète vivement non seulement la France, mais aussi les pays africains limitrophes qui voient la première percée vers le sud du colonel Kadhafi et qui se sentent aujourd'hui plus que jamais menacés par la formidable puissance militaire de la Libye. Sa volonté de conquête, Kadhafi l'a bâtie sur la formidable machine militaire qu'il s'est achetée à coups de pétrodollars. 50 000 soldats, 25 000 blindés, 300 avions de combat ultramodernes. De plus, la Libye dispose d'une légion islamique forte de plusieurs milliers d'hommes venus d'autres pays africains. Sur le papier, la Libye constitue la première puissance militaire en Afrique. En 1980, plus de 500 millions de dollars sont consacrés aux forces armées. Pour les voisins de la Libye, cette puissance militaire n'a qu'un seul but, étendre la domination de la révolution islamique telle que la conçoit Mouammar Kadhafi. La crainte de l'expansionnisme libyen, c'est un sentiment déjà ancien sur le continent africain. Dès son accession au pouvoir, Kadhafi a rêvé de faire fusionner l'Égypte et la Tunisie avec la Libye. Les négociations n'ont jamais abouti. Alors aujourd'hui, avec le coup de force au Tchad, c'est vers le sud que la Libye semble vouloir déplacer sa zone d'influence. Du coup, les pays de cette région sont la proie d'une vive inquiétude. Le Niger, par exemple, ou encore le Mali, le Sénégal,
la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria. Chacun de ces pays s'interroge sur les intentions de Kadhafi et se demande ce qui le fait agir. S'agit-il uniquement d'un rêve politique ou n'y a-t-il pas derrière les grandes manœuvres libyennes l'envie de contrôler demain les ressources minières où puise l'Occident? On songe bien sûr à l'uranium, c'est-à-dire à l'énergie de demain en Europe. Au Niger, 5e pays producteur, on traite 1400 tonnes de minerais par an. En Centrafrique, les réserves inexploitées à ce jour sont de 8000 tonnes. Au Tchad, des gisements existeraient précisément à la frontière avec la Libye. Il y a aussi du fer, de l'aluminium et des diamants en Afrique, de quoi stimuler bien des appétits. Et ce que l'on peut appeler le kadhafisme est un projet cohérent qui, sur le terrain, a déjà des contours précis. D'abord, je pense au livre vert du colonel Kadhafi, qui se propose comme l'alternative, la seule alternative valable au marxisme et au capitalisme. Alors, selon vous, le projet du colonel Kadhafi, quel est-il exactement? Ce qui vient de se passer au Tchad pourrait être bien le prélude à une vaste opération de déstabilisation. Ce n'est pas par hasard qu'un certain nombre de pays africains ont cru devoir rompre leurs relations avec Tripoli. Est-ce que vous pensez que le colonel Kadhafi est en mesure aujourd'hui d'accélérer ce processus? Le colonel Kadhafi peut le faire si un certain nombre de puissances étrangères à l'Afrique l'y aident. Et je crois que ça se fait déjà. Et qui peut empêcher le colonel Kadhafi de poursuivre son projet? Les Africains d'abord. Il faudrait que s'affirme une volonté d'indépendance en Afrique. Le refus de la domination étrangère. C'est donc dans un monde torturé et comme d'habitude déchiré que le pape Jean-Paul II a lancé aujourd'hui un message de paix. Il recevait aujourd'hui le prix Nobel de la paix précisément. Thème de cette année pour Jean-Paul II, pour servir la paix, respecte la liberté. Commentaire de Philippe Arroy. Ce troisième message de Jean-Paul II sur la paix est sans doute le plus politique. Son thème, pour servir la paix, il faut respecter la liberté. Il est évident que les exemples ne manquent pas, où entre nations, à l'intérieur des nations, au plan social par exemple, la liberté est blessée. La liberté est blessée, dit le pape, quand les relations sont centrées sur le droit du plus fort, quand le bien commun est confondu avec les intérêts d'un seul parti qui s'identifie à l'État. Là, le pape fronce les sourcils du côté de l'Est. La liberté est blessée quand il y a répression. La liberté est réduite quand des hommes et des femmes n'ont pas la garantie d'un emploi. Mais Jean-Paul II se veut aussi plein d'espérance. Il reconnaît que des hommes, des femmes, des jeunes travaillent à notre époque au service de la paix, signe encourageant mais limité. La deuxième partie du message est plus religieuse. Être libre, dit le pape, c'est choisir sa dignité. Or, la dignité, c'est Dieu qui la donne. Donc, la liberté religieuse est la base des autres libertés. C'est ce que répète inlassablement Jean-Paul II. La liberté suppose le refus de souscrire à toute doctrine de suprématie nationale ou culturelle. Dans ce message, donc, on retrouve les deux traits caractéristiques du discours de Jean-Paul II. Sa préoccupation pour les droits de l'homme et son désir de voir l'homme trouver ou retrouver le chemin de Dieu. Les deux choses étant pour lui imbriquées. Dans un cas comme dans l'autre, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Oui, un message qui pourrait s'adresser en priorité à deux religions qui se réclament du Christ, mais qui se déchirent en Irlande du Nord, catholiques et protestants. Pourtant, aujourd'hui, là-bas, les signes de détente se multiplient. Il est question maintenant d'un projet de trêve et même de libération anticipée d'un certain nombre de détenus de l'armée républicaine irlandaise. Maurice Werther revient de Belfast. Quand on dit Irlande du Nord, Belfast, on pense ruelles sordides, misère, taudis, ghetto catholique, et c'est vrai du côté de Falls Road chez les catholiques, mais aussi de Shankill chez les protestants, la pauvreté saute aux yeux. On pense aussi aux manifestations, aux attentats, à l'insécurité. C'était très vrai il y a une semaine lorsque les terroristes... Oui, Maurice Werther n'est pas enroué, mais on a un petit problème de télécinéma. Visiblement, vous le voyez, le son n'était pas de la qualité de l'image. Nous allons revoir ce petit film réalisé donc par Maurice Werther en Irlande,
Mais auparavant, je vous aurais dit qu'il y a eu un accident d'avion en Arabie Saoudite, une explosion dans un Tristar qui a ouvert une brèche dans la cabine des passagers. 2 enfants sont tombés à la mer, les autres passagers, 300 environ, sont indemnes. Et puis en Italie, le verdict surprenant de la justice dans l'affaire du Toto Calcio, c'est-à-dire des paris que l'on avait dit truqués dans le domaine du football, eh bien pas du tout, dit la justice, faute de preuves suffisantes, ces hommes ne sont pas coupables. Ces hommes, c'est de dire par exemple, vous le voyez, le gardien Albertozzi et surtout le célèbre Paolo Rossi, tous deux se congratulent. Ils vont sans doute pouvoir rejouer dans l'équipe nationale italienne. Voilà, avant de revoir le film de Maurice Werther, je propose un petit peu de rêve, un petit peu d'histoire à la veille de Noël. Nous allons bien sûr parler de jouets, mais de jouets pour adultes, plus précisément d'automates très rares et très chers. Au musée municipal de Neuilly, puis de Paris, on peut admirer la plus riche collection de France en la matière. Lorraine Cusin a accompagné 2 petits-enfants qui ont voulu découvrir ce monde mystérieux. Bien, alors comme promis, cette fois-ci nous allons au musée, puis peut-être après en Irlande. Mais d'abord le musée des automates avec Lorraine. Des automates? On en a fait d'abord pour faire des dieux, parce que les hommes ont besoin des dieux quand ils ont des ennuis et qu'ils veulent leur imposer leur propre volonté. Et après ça, on en a fait dans un but philosophique, parce que l'homme a désiré faire des hommes plus perfectionnés que ce que Dieu avait fait. Alors on a essayé, surtout au XVIIIe siècle, de faire des personnages animés plus perfectionnés que l'homme. Plus perfectionnés que les humains du point de vue sentiment, pas du point de vue mécanique, mais ils sont plus tendres que les humains. Mais il pleure parce qu'il a peut-être quelque chose dans l'œil. Tu vois, il n'y a qu'un œil qui pleure, l'œil gauche. Alors il a peut-être reçu une poussière. Il se moque de lui-même d'ailleurs en haussant les épaules. Un être qui a passé des mois ou des années à créer un objet comme celui-là, lui donne peu à peu de son énergie propre. Bien, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu réparer le télécinéma fautif, donc nous ne verrons pas ce sujet de Maurice Werther, mais je pense que dès demain soir, on pourrait voir ce sujet. Je vous rappelle les prévisions de la météo dont nous parlions au tout début de ce journal. Une météo, vous le voyez, assez douce quant aux températures, mais beaucoup de nuages et parfois de la pluie sur tout le territoire, sauf les régions méditerranéennes, les Alpes et les Pyrénées. Ce soir, à 23h30, Hervé Claude. Demain, à 12h45, Patrick Lecoq, que vous retrouverez d'ailleurs à 20h. Nous nous retrouvons en effet, quant à nous, à 23h demain pour la veillée de Noël qui se déroulera depuis l'église Saint-Étienne-du-Mont qui se trouve à Paris. Je vous souhaite donc d'ores et déjà, en nous excusant pour ces petits incidents techniques, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes et puis à l'année prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Un départ en vacances mouvementé pour le président de la République. Monsieur Giscard d'Estaing et une partie de sa famille prenaient l'avion aujourd'hui, un avion de ligne pour les Antilles,
où ils doivent passer une semaine de vacances. L'avion a eu un ennui technique, une fuite dans un réacteur. D'où un retour précipité à Orly, quelques heures de retard avant un nouveau départ et un bel émoi sur l'aéroport où toutes les mesures de sécurité avaient été mises en place à la hâte pour l'atterrissage. Finalement, tout s'est bien passé et le chef de l'État doit arriver en ce moment même à Fort-de-France. Économie, un mieux pour les prix. La hausse de novembre a été publiée par l'INSEE. Aujourd'hui, 0,7% de hausse, ce qui est nettement mieux que les derniers mois. Les prix les plus stables ont été ceux des services. René Monory, le ministre de l'économie, s'est félicité de ce résultat meilleur. Mais en répondant aux questions de Jean-Marc Ilouz, le ministre a aussi pris position sur la guerre du pain. Pour M. Monory, les pouvoirs publics ne doivent pas intervenir dans cette affaire. Ils doivent seulement veiller à ce que la concurrence ne soit pas déloyale. Aujourd'hui, la liberté est en train de produire ses effets, c'est-à-dire développer la concurrence, et il va sans dire qu'il n'est pas question de revenir un seul instant sur cette liberté. D'ailleurs, je ne crois pas du tout que les boulangers aient la demande de revenir sur cette liberté. Alors je crois qu'il faut être clair, le gouvernement est attentif à ce qui se passe, il surveillera naturellement que la concurrence soit loyale, il faut qu'elle soit loyale, et on sanctionnera aussi bien, si le cas se présentait, des magasins qui achèteraient du pain pour le revendre moins cher qu'ils l'auraient payé, de la même façon des boulangers qui feraient pression sur leurs fournisseurs pour ne pas fournir tel ou tel boulanger qui vendrait moins cher. Cela dit, ne nous affolons pas, les artisans boulangers ne sont pas en péril et que, d'autre part, le gouvernement, vous le savez, attache la plus grande importance à ce que représentent les artisans de quelque nature qu'ils soient, boulangers ou autres, dans la société économique française. Alors je crois que c'est un débat qui prend une dimension un peu trop grande, je le crois, au gré des Français et à mon propre avis, et que finalement la concurrence est en route. Eh bien, on verra bien ce que ça donne. Le Conseil des ministres avait lieu ce matin, en raison du départ du chef de l'État, donc, à retenir de ce Conseil l'assurance vieillesse. Elle est étendue aux mères de familles de 3 enfants et plus. Cela veut dire que les mères pourront bénéficier d'une retraite propre pour les années qu'elles ont consacrées à l'éducation de leurs enfants. Le Conseil a encore défini la réforme du 3e cycle des études médicales et puis enfin il a mis en place le crédit à l'équipement pour les PME. L'affaire Manu France, elle continue de provoquer des remous à Saint-Étienne. Les syndicats ont protesté contre les événements récents dans la firme stéphanoise et d'ailleurs l'usine est toujours occupée par les salariés. Pour la CFDT, le pillage du patrimoine stéphanois se poursuit. La CGT a demandé au gouvernement d'organiser immédiatement une réunion. Enfin, les cadres de la CGC ont dit par la voix de Paul Markelly qu'ils avaient l'intention de placer l'affaire sur le terrain juridique. Nous attaquons en correctionnel à propos des licenciements parce qu'ils n'ont pas revêtu la forme convenable, et nous attaquons auprès du juge de référé en ce qui concerne les dispositions prises pour la location-vente du chasseur français et pour la location-vente de la vente par correspondance. Car le comité d'entreprise, qui existe toujours, n'a pas été consulté et il y a là un délit d'entrave extrêmement grave. À l'étranger, Ronald Reagan a nommé son conseiller pour les affaires de sécurité nationale. Il s'agit de Richard Allen, un homme de 44 ans qui avait déjà été l'adjoint d'Henry Kissinger. En Chine, nouveaux incidents au procès de Jiang Qing. C'était l'avant-dernier acte de ce procès. La veuve de Mao a de nouveau eu des échanges très vifs avec ses juges. Il semble maintenant très probable qu'elle sera... Le dernier acte ou l'avant-dernier acte commence par la projection de photos de torture. Les torturés victimes de la révolution culturelle. Jiang Qing regarde. La projection de diapositives continue. On y voit des traces de brûlure, des traces de coups de fouet et des marques sur la nuque. Jiang Qing hoche la tête, elle garde le silence. Elle ne dénoncera personne, surtout pas Mao Tse-tung, ni même Hua Kofeng. Elle n'ouvrira la bouche que pour dire à ceux qui la jugent, vous êtes des traîtres. Elle risque la mort. Elle sait qu'elle a toute chance d'être condamnée, condamnée à mort. Elle n'accepte de parler que pour les insulter. Vous n'êtes que des agents de Chiang Kai-shek, des agents du Kuomintang, des traîtres. L'une des juges s'acharne sur elle. Jiang Qing répond,
mais la voie est brisée. Il est dur de savoir que l'on va mourir, même si l'on a été, et si l'on se croit encore, l'impératrice de Chine. En Afrique, la conférence de Lagos sur le Tchad s'est ouverte ce matin. Elle a pris une tournure inattendue. En effet, Goukouni Weddey, l'homme fort du Tchad, est arrivé aujourd'hui à Lagos alors que l'on ne l'attendait pas. Il n'est pas certain toutefois qu'il participe aux travaux de cette conférence. Voilà donc les informations internationales principales de cette journée du 23 décembre. Nous approchons de la fin de l'année et il est bon d'en faire un bilan à travers les faits majeurs qui ont marqué 1980. Les faits majeurs, c'est-à-dire l'invasion de l'Afghanistan, les remous en Pologne, les otages de Téhéran et l'élection de Ronald Reagan. La chronique de Paul Naon. Finalement, cette année 1980 s'achève un petit peu mieux qu'elle n'avait débuté. Rappelez-vous, il y a un an, c'était l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques et la menace de conflit généralisé à la suite de ce coup de force. C'est donc la sagesse qui a prévalu, même si les menaces sont toujours aussi présentes. La plus grave reste encore la Pologne, avec son épée de Damoclès, à savoir l'intervention des troupes du pacte de Varsovie, au cas où la légalité socialiste ne serait plus respectée. En Pologne, d'ailleurs, les syndicats, le gouvernement continuent de marcher sur le fil du rasoir, avec en toile de fond une situation économique tellement catastrophique qu'elle pourrait servir de détonateur ou de prétexte à une intervention étrangère. Reste que, comme l'Afghanistan, les Occidentaux n'iront pas déclencher une guerre pour la Pologne. Mais pour l'instant, le Kremlin, les pays du tiers-monde, l'Amérique latine et les Européens attendent avec une certaine impatience, disons, la première décision du nouveau président des États-Unis, dont je crois l'élection a sans doute été le véritable événement de cette année 1980. On connaît désormais la composition du gouvernement de M. Reagan, un gouvernement musclé dont les intentions ne laissent aucun doute sur l'attitude à avoir vis-à-vis de l'Union soviétique. Ronald Reagan sera très vite d'ailleurs confronté à un premier problème, et tout à fait concret, lui, à savoir les otages américains qui s'apprêtent à passer leur deuxième Noël en captivité à Téhéran. Et l'emploi de la force, vous savez, a été le thème dominant de la campagne du nouveau président. Mais il y a souvent, heureusement en l'occurrence, dans ce cas précis, un décalage important entre les promesses d'un candidat et ses actes arrivés à la magistrature suprême. En bref encore, l'assassin de John Lennon a été inculpé aujourd'hui de meurtre sans préméditation. Mark Chapman risque une peine de 25 ans de prison. Attention aux avalanches en montagne. En France, au moins le redoux provoque des avalanches, particulièrement dans les Alpes. Hier, aux Arcs, il y a finalement eu 3 morts. Aujourd'hui, des avalanches à Tignes et à la Foudalos ont blessé plusieurs skieurs. Puis pour terminer sur une note plus optimiste, eh bien cette information sympathique qui vient des États-Unis, précisément de Phoenix, dans l'Arizona. Là-bas, comme partout, si l'on fait une faute de conduite, on attrape une contravention. Par contre, si l'on conduit bien, on a des bons points. Quand un automobiliste de Phoenix fait une bonne action, si par exemple il ne s'impatiente pas derrière une voiture trop lente, ou bien s'il respecte bien les priorités, il peut se faire arrêter par les policiers, mais alors les policiers lui remettent un chèque de 15 $. L'expérience est due à une compagnie d'assurance qui, semble-t-il, y trouve tout à fait son compte. Ce soir, le livre nous sert à découvrir un autre art, la peinture, avec un très beau livre d'étrennes que présente Georges Bégout. Ce livre est consacré à un peintre de la fin du XVe siècle et du début du XVIe, Joachim Patinir. En fait, vous allez le voir, cet artiste était un véritable précurseur. Georges Bégout. Si vous ne connaissez pas le peintre Joachim Patinir, je vous invite à vous procurer très vite ce livre paru chez Lafon, Patinir ou l'harmonie du monde, par Maurice Pons et André Barré. Patinir est né à la fin du XVe siècle, à l'époque où Christophe Colomb croyait découvrir les Indes, au temps où l'on croyait encore que la Terre était plate. Contemporain de Dürer, qui nous laissa ce portrait de Patinir, ce surréaliste avant la lettre exerça ses talents à Bruges, puis à Anvers. Comme beaucoup de peintres de l'époque, sa clientèle étant noble ou religieuse, il s'attacha à peindre des paraboles de l'histoire sainte. Il n'y a rien là d'original, mais le génie de Patinir, vous le constatez, est d'avoir peuplé les rives de la Meuse de rochers cristallins semblables à ceux du Colorado. Sans quitter son atelier, il fait un tour du monde imaginaire, il invente, il fait surgir de la terre ardennaise les paysages d'une nouvelle planète. Regardez, n'est-ce pas un ovni dans un verger? D'où tenait-il ces informations, Joachim Patinir? Qu'en pensez-vous? Dali, Magritte,
et Quirico ont dû s'extasier devant ces toiles vieilles de 5 siècles. N'en est-il rien resté dans leur mémoire de peintre? Pour un bain d'harmonie, pour la découverte d'un personnage secret et pour vous éviter de faire le tour des musées de Rotterdam à Madrid, je vous conseille ce livre d'art. Il vaut son pesant de rêve. Voilà, eh bien, avant de rêver complètement et de dormir, un mot de la météo pour demain. Eh bien, le temps ne va pas beaucoup changer par rapport à aujourd'hui. Vous le voyez sur la carte, il y aura encore du soleil sur le sud, c'est-à-dire sur les Pyrénées, les régions méditerranéennes et les Alpes. Là, il fera beau, donc. Sur les autres régions, c'est-à-dire plus au nord, le temps sera doux et nuageux avec des petites pluies éparses. Ces pluies s'intensifieront en soirée sur les régions voisines de la Manche et le temps se refroidira un petit peu. Voilà, fin du journal. Merci d'être resté avec nous si tard. Je vous souhaite maintenant de passer donc une excellente nuit. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Antenne de midi, comme chaque jour, à 12h45. Bonsoir.